c'est-à-dire la responsabilité. La respondérer, c'est, en fait, être capable de sous-peser d'une certaine façon la valeur d'une chose. Mais vous le faites dans la parole. C'est-à-dire que si vous dites, vous portez un jugement, en gros. Et parfois c'est difficile. Il y a d'incertains. Vous allez jamais arriver à complètement planifier tout. Donc vous vous engagez. Cet engagement prend donc aussi la figure de l'incertitude. S'il n'y a pas d'incertitude, d'une certaine façon, il n'y a pas d'engagement. Parce que vous n'avez pas besoin de vous engager, vous avez qu'à suivre un savoir tout fait, tout mécanique, suivre un checklist, etc. Est-ce que j'ai bien rempli ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là? Ce qu'on essaye souvent d'imposer d'ailleurs aux enfants ou aux jeunes dans le système de concentration particulier qui s'appelle l'école. Et dans lequel nous jouons toutes nos jeunesses, depuis pratiquement 3 ans maintenant, l'école obligatoire en France, jusqu'à jusqu'à 24, 25 ans, enfin si on prend l'université dans ce système-là, c'est voilà une espèce de quadrillage du savoir acquis, comme s'il pouvait se dérouler d'une certaine façon sans incertitude. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, se lancer sur l'incertitude, c'est ça la parole, parce que vous allez toujours être obligé d'en tenir compte. Après, vous avez quelque chose qui serait propre, je dirais, plutôt à la liberté, c'est-à-dire euh, eh bien, au fond, justement, étant donné que vous vous lancez, bah, vous pouvez vous lancer dans une direction ou dans une autre, et c'est à vous à choisir. Donc il y a quelque chose comme ça aussi qui est difficile à supporter. Alors, euh, moi je dirais que parler, faut parler vite. Je dirais que la direction que nous prenons euh, a un rapport à certaines difficultés de la parole. Le choix que nous faisons, nous accrochons plutôt, vous voyez, à cette difficulté, c'est celle qui va nous interpeller le plus fort. Et évidemment, c'est cela que nous allons refouler. Vous voyez, c'est cela que nous allons essayer de maîtriser. Nous allons essayer de l'envelopper, de le cacher, de le mettre sous la table, euh, de faire avec, de faire des compromis, toutes sortes de choses, mais qui tournent autour, vous voyez, de la préoccupation que nous avons, alors qu'en réalité, nous vivons de toute façon toutes les difficultés possibles, et les agréments aussi, les facilités. Nous vivons tout ce qui est possible avec la parole, depuis le moment où nous l'avons c'est-à-dire l'enfant. L'enfant a fait l'expérience de pratiquement toutes les pathologies. Pathos, c'est la souffrance. On peut réduire ça à l'inconfort. C'est tout de même pas très agréable. Il a fait toutes les expériences en même temps, on pourrait dire, parce qu'il les fait à partir d'une injonction à parler que lui propose très gentiment et très affectueusement sa maman, essentiellement. Le papa aussi. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est quelque chose de, euh, comment dire, c'est quelque chose qui est véritablement la condition humaine. C'est-à-dire que la condition humaine ne s'entend pas d'une certaine façon sans le passage de l'infance. Infance, ça veut dire celui qui ne parle pas, hein, faré, qu'on retrouve dans fatisme, enfin, il y a des mots gréco-latins qui parlent justement de la parole en tant que telle, et on retrouve cela dans le latin infans, celui qui ne parle pas, c'est ça que ça veut dire, infans, hein, in privatif, fans, parlant, non parlant, ça veut dire exactement le non parlant. Vous savez que c'est assez rare hein, que les langues parlent comme ça. Et alors le français est pratiquement la seule langue indo-européenne, enfin, et d'origine latine, qui a repris justement ces traditions directes. On retrouve ça dans l'italien avec bambino, où il y a bababa, ce qu'on retrouve dans bébé aussi, vous voyez, baby, etc. Mais dans les traditions anglo-saxonnes, c'est par exemple, qui viennent aussi de l'indo-européen,
on n'insiste pas sur ce caractère de non-parlant qui est en train d'apprendre à parler, d'une certaine façon. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à parler. En dehors d'autre chose, bien sûr, mais c'est fondamental. Parce qu'il faut qu'il devienne humain. Il y en a qui refusent. Il y en a qui ne rentrent pas là-dedans. Je sais pas si on peut mettre ça sous le terme refus. En tout cas, ils rentrent pas. Et c'est ce qu'on appelle les autistes. Et semble-t-il que c'est assez définitif. C'est très rare. On peut arriver à les faire se comporter comme des robots, y compris dans des apprentissages de langue. Mais qui apprend une langue n'apprend pas nécessairement à parler. Parce que la parole implique la métaphore, implique l'engagement dans l'incertain, implique la liberté, implique chose que justement ils refusent parce que c'est peut-être trop pénible pour eux. On va pas incriminer personne, aucun adulte, mais le fait est, c'est qu'il y a des individus qui, à un certain âge, très jeunes généralement, bien décident, on pourrait dire, enfin, c'est pas si faux que ça, quoi, de ne pas rentrer dans ce système. Ils évitent le regard de la mère, ils évitent le regard, ils pèsent comme un poids mort, et voilà. Puis ensuite, quand ils se développent, ben, c'est un développement qui est très très pénible pour les autres humains qui eux parlent parce que ils obéissent à la loi de l'humanité d'une certaine façon. Vous voyez. Bon, ça je pourrais en parler d'autres jours, mais il y a tout de même quelque chose qui est décisif, si vous voulez, pour tourner autour, et nous rapprocher un peu plus du centre, de la préoccupation qui a donné lieu donc à nos trois premiers livres, hein, c'est-à-dire les livres qui décrivent d'une certaine façon les pathologies et les pathologies collectives, individuelles et collectives, dans leurs relations, s'il vous plaît, très compliquées. Je parlerai pas de psychosociologie, je refuse ce terme-là. Je refuse cette catégorie universitaire qui a pu donner des très bons chercheurs. Hein. Moi, je me souviens de Jeanne Henriquez qui avait écrit ce livre remarquable qui s'appelait de la horde à l'État. Effectivement, on tente ce rapprochement-là, mais il y a des gens qui ont continué à vivre sur la difficulté de ce rapprochement entre l'individuel et le collectif, alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. C'est d'ailleurs ce que l'une des parties de mon travail, quoi. C'est pas si compliqué, mais ça mérite pas le nom de psychosociologie. Ça mérite pas le nom de psychologie sociale. Ça mérite pas le nom de quelque chose qui fasse l'unité. Étant donné que cette unité, justement, n'existe pas. C'est plutôt le passage d'un, comment dire, d'une réalité à un imaginaire. On va dire c'est ça. C'est le passage d'une réalité. La réalité, c'est les individus parlent, les collectifs ne parlent pas. Les collectifs sont des collections d'individus qui parlent, ENT. Par contre, ils représentent un imaginaire, le collectif est imaginé par chaque individu, en quelque sorte, et l'imagine comme parlant. Voilà. Oui, c'est une nuance, mais elle est de taille. Elle est de taille. Alors, bon, le problème, si vous voulez, de la pathologie collective, celle qui m'intéresse par exemple quand je fais un livre sur euh, l'économie entre le miracle et la criminalité, ou un autre sur la haine de tous les hommes contre tous les hommes. Alors déjà, vous voyez, entre les deux, il y a une différence de degré, il y a une gradation. Il y a quelque chose qui est plus fort dans le fait de vouloir tuer tout le monde, ou éventuellement de se tuer soi-même, ou de suicider sa propre culture, ce qui peut arriver. Hein. Un collectif peut se suicider, par contre. Ça existe. Et vous avez des suicides collectifs organisés par des sectes, des choses comme ça, et même par des groupes de gens qui estiment que, au fond, collectivement, ils ont perdu toute raison d'être. On a trop écrasé leur peuple, ou leur peuple s'est trop rapetissé en termes de nombre nécessaire. Et à ce moment-là, en particulier en Amérique latine, il y a eu un certain nombre de peuples qui se sont littéralement suicidés. Et là, c'est le réel. C'est-à-dire que c'est le réel de ces gens, ces collections ou ces groupes de gens, vous voyez, qui ensemble décident d'un acte définitif qui est de se tuer ou de détruire tout ce qui reste de leur culture, de l'abandonner. Mais ce qu'il faut voir, c'est justement que cette action, d'une certaine façon, de chaque individu du groupe, et qui font tous la même chose, sont faits par des gens qui
on va dire, mettent en commun leurs angoisses, et utilisent la capacité imaginaire pour projeter ensemble, ils peuvent projeter ensemble, vous voyez, ils peuvent projeter ensemble une hallucination, hein. Ils peuvent voir la Fatima, bon, ils peuvent voir la Vierge, mais bon, ça va être que quelques-uns, mais les autres vont le croire. Alors, voilà, il y en a qui imaginent, il y en a d'autres qui imaginent l'imagination de d'autres, mais on est dans l'imaginaire. On est dans l'imaginaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est ça qui est peut-être difficile à saisir. C'est que, pour fonctionner collectivement, pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour travailler ensemble, nous sommes obligés de nous entendre sur un imaginaire. Nous produisons un imaginaire, nous le cristallisons plus ou moins, nous l'enchâssons, nous le faisons tenir ensemble, essentiellement par les paroles, et par des paroles qui sont instituées progressivement et qui instituent elles-mêmes, vous voyez, euh, euh, des fonctions, des rôles, voilà, des personnages d'une certaine façon. Voilà. Ça peut être une série de fonctions, par exemple, dans le travail, la division du travail, etc. Durkheim a beaucoup travaillé là-dessus. Mais quand il parle, lui, de sa société et la conscience collective, moi, je pense qu'on peut lui répondre: vous vous êtes trompé sur la nature de ça. C'est pas réel. C'est imaginaire. Ce qui est réel, c'est les gens. Oui, eux, ils sont réels. Mais ils construisent en somme un imaginaire, et après, ils se rapportent à cet imaginaire pour, d'une certaine façon, continuer à parler d'une autre façon. Donc, si vous voulez, par exemple, quand on parle de pratiquement toutes les institutions dites sociales ou politiques, ce sont des résultats imaginaires. Alors, évidemment, ils s'instituent, et donc on a l'impression qu'ils quittent l'imaginaire pour rentrer dans le réel, mais le réel, il est surtout dans les faits, qui fait qu'il y a une adhésion. S'il n'y a pas d'adhésion, c'est fini, c'est terminé. Oui. Donc le problème, en fait, je dirais, de la pathologie, c'est pas tellement qu'elle est difficilement supportable par les individus, ça de toute façon on pourra jamais, on pourra un peu améliorer, etc., mais on va toujours vivre dans cette condition-là. Mais par contre, c'est la capacité de projeter ensemble, vous voyez, et de fabriquer une image ensemble qui va tenir, lui, cet ensemble par des mots. Ces mots seront repris par les gens ou pas, par exemple, pour le mot société, vous voyez, mais euh, le mot lui-même, comment dire, va constituer le contenu d'un imaginaire qui d'ailleurs peut changer complètement. Complètement. Prenez le mot société, par exemple. Societas en latin, bon, c'est pas très fréquent, mais enfin ça existe. C'est surtout socius, c'est-à-dire que la société se ramène comment dire, on pourrait dire au sociétaire, enfin c'est le socius, c'est pas tout à fait pareil que le sociétaire d'ailleurs. Mais quand vous parlez de la société à Rome, vous parlez des gens qui aujourd'hui euh, sont considérés comme membres de cette société, mais à l'époque, pas du tout. À l'époque, ce sont les gens qui sont pas qui sont pas dans la cité. Ce sont des gens qui n'ont pas les droits civiques. Ce sont des gens qui ne peuvent pas devenir magistrats. Ce sont des gens qui ne peuvent pas, vous voyez, s'élever dans la hiérarchie républicaine romaine, par exemple. Donc la société, c'est la cité avec les citoyens et leurs alliés extérieurs. C'est un groupe hétérogène, fondamentalement hétérogène entre ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, mais qui sont plus ou moins alliés. Voilà ce que c'est. Un socius, c'est un compagnon. Ça se fait pas autour du pain, mais ça se fait autour de la, comment dire, citoyen avec citoyen. C'est ça que ça veut dire. So, c'est cum. En latin, ça veut dire avec. Puis, kiwis, cum kiwis. On pourrait dire ça. C'est ça que ça veut dire, de cette façon. Et cum kiwitas, bah, c'est le fait d'être avec les gens qui ont la citoyenneté. Oui, leurs alliés, enfin, leurs compagnons proches. Oui. Aujourd'hui, c'est radicalement différent. Le mot société est devenu même la notion, avec la société monde, évidemment. Je suis en train de parvenir à des choses qui, qui sont totalement inverses de ce qui était évoqué par le concept de societas au romain. Il y a une inversion complète, totale. Oui. Euh,
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je veux dire par là que ces évolutions des verbales, ces évolutions sémantiques, vous voyez, sont en même temps des signaux d'une évolution de l'imaginaire. Euh, D'une certaine façon, on va pas dire que justement ce qui était la société romaine était tellement différente que de la société actuelle, pas si différente que ça. Vous savez, quand certains disent bon, il y a plus de civilité, plus de civilisation, c'est pas vrai. Euh, il y a un effondrement d'abord de la civilisation romaine, et puis ensuite, bon, ça reprend péniblement, etc. Mais je veux dire, si vous pouvez pas parler de l'histoire, hein, même et surtout de l'histoire longue, en disant, ben voilà, c'était des sauvages, et puis maintenant on est civilisé. Non, non, la civilisation, elle a eu plusieurs étapes, parfois nettement supérieures à ce que nous faisons nous-mêmes. Et nous sommes entrés il y a eu des moments de barbarie que jamais les pires des barbares n'avaient atteint, autant de ce qu'on appelle la barbarie. Vous voyez. Bref, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt des espèces de cycles, vous voyez, qui se dessinent dans le sens même qu'on donne aux mots oui, cette différenciation des sens signe quoi? Justement l'évolution, vous voyez, qui fait qu'on passe d'une conception à une autre et qui fait, comment dirais-je, aussi que, bah, d'une certaine façon, l'imaginaire se renouvelle. Euh, alors, bon, c'est un imaginaire qui peut être très rationnel, qui peut se rationaliser, qui peut se fabriquer un droit, qui peut, vous voyez, avoir des tas de disciplines intellectuelles qui se conjuguent pour pouvoir le constituer de plus en plus de façon solide, etc. Surtout quand c'est en lien avec les pratiques juridiques, pratiques commerciales, pratiques de travail, etc., qui finissent par, vous voyez, fabriquer une sorte d'œuvre commune. Et, mais cette œuvre commune, ça ressemble un peu au moi. C'est-à-dire, c'est une construction. C'est une construction le moi est une construction par l'individu pour essayer de se représenter lui-même, vous voyez, mais fondamentalement, c'est pas ce moi qui est sa propre réalité de l'individu. C'est le fait qu'il parle. Voilà, ça, il est assujetti à la parole. Voilà, ça, c'est réel. Assujetti à la parole, c'est réel. Et ce qui est réel, c'est que, tout en étant assujetti à la parole, il en subit l'inconfort. Ça, c'est réel. Il en subit les angoisses. Ça, c'est réel. Pour essayer, après, de vivre avec les autres en s'entendant de telle façon qu'au fond, les choses tendent à devenir techniques, c'est-à-dire plutôt pratiques, plutôt vous voyez, des solutions verbales, des solutions matérielles, où on fait des mots, des éléments de communication, on essaie de ressembler à des abeilles, en gros, vous voyez. Et oui, on a aussi ce côté-là, on essaie de ressembler à des abeilles. On n'est pas des abeilles. Les abeilles ne parlent pas. Elles communiquent des systèmes extrêmement formels, et on peut pas dire qu'elles, vous voyez, qu'elles s'interrogent, qu'elles discutent de ça. Non, c'est d'autres lois. C'est des lois probablement justement plus, on va dire oui, tout de même plus simples et plus primaires par rapport au degré d'incertitude qu'introduit la parole. Bon. Mais nous sommes aussi capables de fabriquer des systèmes de mots, des systèmes, et qui poursuivent, à mon avis, des cycles. Et cette notion de cycle est très importante parce que elle est la façon, d'une certaine façon, dont l'histoire humaine retient sa propre, comment dirais-je, constante culturelle. Vous voyez, c'est-à-dire le fait que les gens, à partir du moment où ils ont parlé, nous pourrions parler avec eux aujourd'hui. Nous sommes humains. Voilà. Oh, je suis obligé d'apprendre un peu ton langage, c'est un peu compliqué, mais une fois que je l'apprends, je peux parler. Je peux te parler. Ou je peux parler, effectivement, plutôt ton souvenir. Je suis obligé de t'imaginer. Parce que là, c'est pas une véritable communication, puisque, vivante et verbale, puisque, effectivement, les anciens sont morts. Comme nous allons mourir aussi. Mais néanmoins, on peut parler avec les gens du passé. Vous pouvez parler avec Montaigne. Vous pouvez parler avec la Boétie. Je veux dire, c'est parfaitement compréhensible. C'est extraordinaire. D'ailleurs, vous pouvez jouir de leur richesse de vocabulaire, de leur intelligence, de leur liberté, etc. Voilà, on rencontre d'autres personnes. Vous voyez, et puis vous pouvez remonter. Vous pouvez remonter jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ, et vous allez trouver des façons de faire surgir la parole humaine vivante. Ils parlaient comme nous parlons comme eux. Voilà, ça suffit.
Cette constante passe par des hauts et des bas. Ces hauts et des bas, bon, on va les représenter comme ça de façon, vous voyez, bon voilà, presque géométrique, enfin presque, mais dans l'espace, vous voyez, c'est une ondulation, un système ondulatoire. Mais en réalité, on peut aussi le représenter par des successions de quasi-cycles. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des phénomènes de, comment dire, de cristallisation, c'est justement des systèmes de mots. On appelle ça la grammaire, on appelle ça bon, le vocabulaire, etc. Des systèmes de mots, des concepts. Et puis, ça se rigidifie de plus en plus. On peut dire en gros que si en termes de paroles, par exemple en termes de procédés oratoires, on va passer de la métaphore à la métonymie, dans laquelle on peut se comparer, puis on va se comparer de façon de plus en plus, comment dire, mesurable, avec des chiffres, avec des nombres, vous voyez. Et puis après, vous allez réduire au nombre. Et puis après, donc vous avez plus, moins, 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 plus, de le zéro à l'infini. Après, vous avez la mathématisation qui se fait. Vous commencez à tout calculer, ce qui vous amène d'ailleurs à des découvertes qui sont aussi qui ne font que déplacer l'inconfort, hein, qui vont plutôt parce que vous allez avoir, par exemple, on peut calculer des grands trucs, on peut faire des économies d'échelle. L'économie d'échelle, c'est aussi que vous faites grandir l'effet négatif que vous n'aurez pas prévu, ou qui sera, comme on dit, externalisé. Il y a une économie d'échelle, externalisation. Si ça dit ça à un ingénieur, il va tout faire pour nier. Pour lui, il y a une contrôlabilité du système qu'il est en train sur lequel il est en train de réfléchir, pour pouvoir calculer, pouvoir fabriquer, pouvoir construire, et il est obligé de fabriquer un isolement de ce système par rapport à l'extérieur. Donc il externalise. Le problème, c'est qu'après on se rend compte que c'est justement dans tout ce qu'il a externalisé que se retrouve tout ce qu'il y a d'incertain, voire de dangereux, voire de catastrophique, carrément. Et voilà. Alors c'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose là qui est extrêmement, extrêmement important parce que il y a, si vous voulez, cette incarnation d'une certaine façon de la régularité culturelle. Il y a cette incarnation dans euh, on pourrait dire dans le cycle ou dans la spirale, c'est pareil. Parce que pour la spirale, c'est un cycle, mais avec certaines conditions qui changent, notamment dans le temps. Donc ça se déroule dans le temps, et surtout, il va avec euh, ce déroulement dans le temps des nouvelles conditions qui fait qu'effectivement, on se répète jamais complètement. Mais il y a de la répétition. Il y a de la répétition parce que le trait culturel fondamental qui est la parole, lui, n'a pas changé. Et les humains, on recommence toujours à se mettre ensemble autour de cristallisation progressive de l'imaginaire verbal, on va dire. Ça va avec les paroles qui se cristallisent, qui se durcissent de plus en plus, passe à la métonymie, c'est-à-dire à la comparaison en étage, donc progressivement à la mathématisation, puis ensuite à ce que certains appellent la catacrèse. La catacrèse, il y a plusieurs versions, mais la catacrèse est considérée par les spécialistes du style, les spécialistes des procédés rhétoriques, si vous voulez, comme en fait l'anti-métaphore. C'est-à-dire, il n'y a pas de métaphore parce que il n'y a pas de figure. Au contraire, vous enterrez la figure. Alors, ça, on pourrait revenir dessus. Et j'y reviendrai à plusieurs reprises, mais et vous avez ensuite comme ça une cristallisation. Alors, cette cristallisation peut se faire, je dirais aussi par comment dire, on va dire qu'est-ce qu'on va dire écrasement. Vous voyez, de ce qui était déjà dessous dans la métonymie. Où ici, il y a du plus grand et du plus petit, où la partie vaut pour le tout, etc. Après, bah, vous écrasez, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne le nommez plus. Le mot ne peut plus être reconnu. Parce qu'il a perdu tout sens. Et à ce moment-là, vous commencez à, et puis alors, il y a une étape d'après, qui est la tendance à, si vous voulez, bah, comment dire, l'autoréférence, c'est-à-dire, puisqu'il n'y a plus rien au-dessous, que ça a été écrasé, que vous en entendez plus parler, bah, vous avez une tendance à l'autoréférence. Et puis après l'autoréférence, bah, vous avez nécessairement, parce qu'on peut pas se fonder soi-même. Vous voyez, c'est une grande découverte des mathématiciens aussi au début du XXe siècle. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cette autoréférence va se transformer. Elle va d'abord buter sur des paradoxes dans le temps. Hein. Vous faites une formule, puis cette formule elle est valable que si
Si vous la prononcez, elle devient contradictoire. Et puis, oui, enfin, bon, c'est le paradoxe du crétois menteur, qui a été opposé par Russell, par exemple, à certains logiciens mathématiciens au début du XXe siècle. Le crétois est menteur. Bon, c'est les conditions de la discussion, si vous voulez. Le crétois est menteur. Mais le problème, c'est que il peut dire ce qu'il veut. Donc, par exemple, il peut dire je mens. Si le crétois dit je mens, il dit la vérité. Mais là, s'il dit la vérité, ben alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'est pas menteur. En fait, il est menteur. Vous voyez? Donc en fait, il ment, etc., etc. Et là, vous êtes rentré dans un circuit d'un paradoxe. Mais le paradoxe, vous pouvez aussi l'enfermer dans le présent, dans le pur présent, et vous avez le pointu émoussé. Pointu émoussé, oxy, mort. Mou, c'est mort, moron, et oxy, c'est pointu. Voilà. Donc, et vous avez l'oxymore. L'oxymore, il se tient tout seul, dans le présent. Voilà. C'est pointu et moussé. Alors, je ne sais pas, vous pouvez prendre un exemple, c'est une figure de style. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes figé dans le présent. Et ce qu'on peut penser comme plausible, c'est que la phase d'après, quand vous êtes dans cette espèce déjà de contradiction impossible, on va dire eh bien, vous avez une explosion ou une implosion chaotique. C'est-à-dire que tous les systèmes, si vous voulez, de correspondance des langages les uns avec les autres, vous voyez, s'effritent, se détruisent, s'autodétruisent parce que, tout simplement, on peut plus parler. En gros, on peut plus parler. Vous voyez, parce que toute parole se contredit elle-même immédiatement. Donc, vous êtes dans une phase d'explosion ou d'implosion. Je pense que ça décrit assez bien les cycles historiques de la parole. Vous voyez? Alors après, il y a des gens qui vous diront c'est pas possible, les historiens détestent les cycles, ça je vous ai déjà parlé. Bon, mais je crois que c'est ça. Mais en même temps, ce que ça illustre, c'est la constante culturelle. La constante culturelle qu'il y a derrière, c'est que, eh bien, je dirais, quelle que soit, d'une certaine façon, la façon dont les individus pratiquent le propre refoulement de leur Unbehagen, de leur inconfort, je dirais, natif, à partir du moment où on est humain et qu'on parle, supportons comme ça cette charge, vous voyez, de responsabilité dans l'incertitude, etc. Eh bien, voilà, nous avons tendance à produire ces cycles, c'est-à-dire ces espèces de tentatives de nous échapper. Du côté de quoi? Bah, du côté, justement, d'abord, par exemple, de la domination, de la métonymie, c'est-à-dire il y a du plus, il y a du moins, et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Chez les individus, d'abord, on pourrait dire que l'enfant fait essentiellement l'expérience d'un rattachement, d'abord, à un certain moment donné, vous voyez, où il va faire le choix. Alors, Freud parle de monde de perversion, mais ou de polyperversion, je sais plus exactement quel est son terme, mais oui, oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut tout de même que je prenne la maîtrise. C'est la maîtrise de ce que je prends, de ce que je jette, de ce que il y a quelqu'un qui, c'est peut-être là que ça se passe, il sait pas très bien, mais en tout cas c'est lui. Voilà, c'est son corps qui est capable de projeter vers l'extérieur, de rapatrier, et finalement, bah, c'est cette érection, si j'ose dire, vous voyez, du moi, quoi, voilà, qui se fabrique, et qui se fabrique à partir du moment et fait partie de cette fabrication le fait que la rencontre avec l'autre, bah, l'autre, il faut qu'il fasse sa place par rapport à ce moi qui gonfle et qui s'affirme, et qui doit s'affirmer, et bah, on va avoir tendance à le rapetisser. Peut-être pas à le tuer, mais le rapetisser. Donc rapetisser, c'est le bouquin sur l'économie, tuer, c'est le bouquin sur la guerre, vous voyez. Voilà. Donc, mais en fait, c'est probablement de la même foulée. C'est de la même foulée. C'est pour ça que je dis que ça commence par le miracle, l'économie, mais ça finit par le crime. Et le crime, c'est essentiellement un crime transféré sur le plan militaire. Car généralement, vous savez, quand on dit la guerre est le prolongement de la politique, on pourrait dire aussi, ça serait encore plus vrai, la guerre est le débouché naturel de l'économie. Au bout du compte, après l'avoir évité pendant le plus de temps possible, ça c'est sûr. Mais, à un moment donné, vous avez des intérêts tellement inconciliables qu'il faut que ça saute, quoi. Et à ce moment-là, l'autre, il est biffé. Il n'y a plus de reconnaissance. Ce qui est une façon d'abandonner aussi la parole, bien sûr. D'ailleurs, tout parler, n'est-ce pas?
To parley en anglais, ça signifie parlementer en fait, parlementer dans le sens de discuter avec les Indiens qu'on va exterminer bien sûr, ou qu'on va utiliser pour exterminer d'autres, etc. Voilà. Donc ça se termine en guerre. Parley, ça se termine en guerre. En fin de compte. Dans certains cas, ça fait des alliances, puis ça finit aussi par se pacifier, mais peut-être quand il n'y a plus personne, ou pas grand monde. Mais bon. Enfin bref, si vous voulez, alors, on voit le processus. Ce processus, euh, si vous voulez, moi, que j'essaie d'avancer, c'est que au niveau de l'individu, c'est régulé. C'est régulé parce que tout de même, mon enfant, il doit atteindre l'âge adulte sans trop se heurter, ni à sa mère d'abord qu'il aime beaucoup, son père qu'il aime un peu moins, et puis aussi après ses frères et sœurs avec lesquels il se bon. Mais bon, tout ça doit faire un monde qui arrive tout de même à, si vous voulez, à à peu près exister ensemble, quoi, vous voyez, sans qu'il y ait des dégradations, sans, voilà, avec une espèce de stabilisation, si vous voulez, ce qu'on va appeler la névrose d'une personne. Bon, nous sommes tous des névrosés. Hein. Les névrosés, ça veut simplement dire la façon dont nous sommes rendus nerveux par l'inconfort. C'est tout. Ça nous gratte, etc. Bon, on est inquiet, c'est tout. Après, on règle ça, et en général, on règle ça justement de la façon la plus simple, qui est de trouver plutôt une sorte de stabilité dans ce qui nous permet à la fois de parler et de pas comment dire euh, avoir à supporter trop la charge que représente la responsabilité de la parole. Voilà, on essaie de comme ça et puis on essaie de se stabiliser et on garde à peu près le même type de personnalité, bien que ça change au cours de la vie, évidemment, parce qu'on va rencontrer des formes nouvelles de difficultés, etc. Et des formes nouvelles d'ailleurs de choses aussi agréables. Mais si vous voulez, on essaie de stabiliser. Mais quand ça passe au collectif, c'est-à-dire quand, d'une certaine façon, le collectif réel va s'arrêter à certaines façons de se représenter, d'être représenté lui-même comme collectif imaginaire pour les individus qui composent le collectif réel, un choix justement, on pourrait dire dans le refoulement, un choix aussi donc dans le refoulé, eh bien là, ça prend des formes qui sont des formes qui évoluent en général par cycle, c'est-à-dire qui passent par la mort. Alors les individus meurent aussi, bien sûr, mais heureusement, parce que si nous ne mourions pas, il n'y aurait pas de reproduction des générations suivantes, elles n'auraient plus de place au bout d'un certain temps. Donc c'est évident que le système des générations est un système qui passe par la mort, mais par la vie aussi. Il faut avoir bien vécu, etc. Bon, bref, donc si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la mort, évidemment, concerne beaucoup les individus, bien sûr, mais euh, leur vie va plutôt être vécue. C'est-à-dire que la mort ne dépend pas, d'une certaine façon, ça dépend un peu, ça dépend un peu. On peut bien vivre, moins bien vivre, faire des folies, raccourcir sa vie, se suicider, etc., etc. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire que, tout de même, la mort de l'individu va arriver à un moment donné, automatiquement. La nature ne nous fait pas de cadeaux, c'est tout. Point. Si nous avons bien vécu, nous vivrons plus longtemps, peut-être, et mieux, c'est pas sûr du tout, on peut vivre plus longtemps et moins bien. Hein. Mais donc, si vous voulez, euh, voilà, il y a une automaticité de la mort qui fait partie du phénomène vital et sur lequel nous ne pouvons pas, pour l'instant, faire grand-chose. Et je pense pas qu'il serait très souhaitable que nous devenions éternels. Peut-être enfin aggraver, excusez-moi, là c'est un bon lapsus, augmenter la longévité, mais on peut aussi l'aggraver. On n'arrive plus à mourir, vous voyez. Bon, il y avait un film excellent là-dessus qui était Zardoz, j'en reparlerai un jour. Mais bref, voilà. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de vivre, voilà, correctement le plus longtemps possible, voilà, bien avec d'autres. On essaie de ne pas s'isoler trop, etc. Il y a plein de choses comme ça, avec les enfants, avec la génération suivante, avec des amis, avec toutes sortes de choses. Donc, parce qu'on est fait pour parler justement. Fait pour nous engager, d'une certaine façon, avec les autres, vous voyez. On réfléchit sur la vie, on médite ensemble, on parle de politique, on agit, on fait des choses, ok. Mais, si vous voulez, on va dire que dans des groupes relativement restreints, relativement, qui ne deviennent pas des sectes, c'est-à-dire qui ne sont pas accaparés par la parole d'un ou par l'imaginaire d'un, vous voyez, bah,
voilà, je dirais le maître mot est plutôt une sorte de stabilisation. Oui. Alors que collectivement, c'est pas ça qui se passe. Collectivement, c'est pas possible parce que le collectif collectivisé, si j'ose dire, vous voyez, le collectif qui se met à exister en dehors des gens qui participent mais qui meurent, ou qui se déplacent, ou qui s'en vont, ou qui font d'autres choses, ou qui pensent pas pendant une grande quantité de temps dans la journée, eh bien, ce collectif-là, qui est un collectif imaginaire, qui est un collectif représenté. Par exemple, Marianne, avec une belle poitrine au-dessus de, vous voyez, du bureau du maire. D'ailleurs, c'est bon. Eh bien, c'est imaginaire. Il a été. Alors, c'est imaginaire deux fois. C'est l'imaginaire du peuple et l'imaginaire de l'artiste. L'imaginaire de l'artiste qui représente l'imaginaire du peuple. Vous voyez, cet imaginaire du peuple, il va s'incarner non seulement dans le buste, mais dans des lois, dans des réunions, des assemblées, des statuts à vie, etc. Oui, des choses comme ça. Des bagarres de classe, etc. Bon, des formes de discussion, etc. Bon. Mais tout ceci a beau être institué, c'est au même de l'imaginaire. Parce que, encore une fois, les seules vraies réalités, c'est les individus qui parlent, qui se parlent. D'ailleurs, ils peuvent se parler au Parlement. Mais le problème, c'est que quand ils se parlent au Parlement, eh bien, ils se parlent dans le cadre d'une institution imaginaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, on peut très bien se réveiller un jour en disant, mais attendez, c'est quoi ces gens qui prétendent représenter les Français, la France? Qu'est-ce que c'est que là? Oui. Juste parce que, bon, ils ont été dans une mairie, mettre un bulletin, hein, oui. Et alors, effectivement, mettre le bulletin dans une urne, c'est parler. Oui, non, je veux un tel, je veux ceci, je veux celui-là. Mais ce sont des paroles extrêmement appauvries, extrêmement réduites. Et ça consiste juste à se démettre, d'une certaine façon, du droit à la parole. D'ailleurs, si on appelle ça un parlement, c'est bien parce que c'est là que ça parle, ou que ça voudrait parler. Mais en fait, c'est tellement bloqué, si vous voulez, par une institutionnalisation je veux dire, de tout ce qui permet la parole, que la parole est complètement... s'il y a bien un endroit où elle est vraiment étouffée, c'est bien au Parlement. Ça, on le vit tout le temps. On le vit tout le temps. Alors que quelquefois, c'est même encore moins pire que le reste. C'est-à-dire que vous pouvez aussi carrément barrer le Parlement, le faire disparaître, mettre un dictateur, et alors là, vous avez plus qu'un individu qui parle tout seul. Il parle tout seul, il est enfermé dans le Kremlin, oups, pardon, ou enfermé je sais pas où, à Brasilia, oups, et puis voilà, comme il est tout seul, et en fait il parle pas. Il donne des ordres, il devient fou, il devient fou. C'est ça, si un Agnès des Soledad, c'est ça, hein. Oui, bon. Donc si vous voulez, le, c'est à ce moment-là où ça parle, ben, ça parle dans les bas-fonds, ailleurs, vous voyez, dans les favelles, et là ça parle vraiment. Les gens se parlent. Oui. Mais c'est toujours extrêmement dangereux. Vous voyez, c'est toujours. Et alors à un moment donné, justement, l'espèce de nécessité, d'une certaine façon, d'ordonner, d'organiser la parole, va suivre ce mécanisme dont je vous ai parlé d'évolution justement du statut de la parole, qui probablement se déforme, se cristallise, se fige, et puis implose. Voilà. Ce qui indique, d'une certaine façon, que peut-être, est-ce qu'il faudrait, si on veut éviter ça, je ne sais pas comment dire, faire un travail sur le fonctionnement de l'imaginaire. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. L'imaginaire qui est donc collectif, qui est donc collectif, et sur la façon dont l'imaginaire se cristallise progressivement. La notion de cristallisation était pas mal repris par Canetti qui travaillait sur les masses. Vous savez, sa notion de masse. Il avait repris en fait les questions d'un masse qui était travaillé aussi par Freud et plus tard. Et au fond, voilà, c'est un peu de deux Viennois d'ailleurs. Voilà, il faisait des viennoiseries intellectuelles et spirituelles et médicales et tout ce qu'on veut. Mais parce que justement, le problème, c'était l'implosion de l'imaginaire impérial que représentait euh, à la fin, on va dire, justement du Vienne impérial, celui de comment dire, de l'homme sans qualité, de Musil, etc., qui était un troisième Viennois. Il faut trois Viennois pour faire une Viennoise.
n'importe quoi. Ça, c'est mon quart d'heure mon quart d'heure, ma minute, excusez-moi, non pas un quart d'heure, j'arrive. Ma seconde de folie privée. Voilà, mais ce que je veux dire en même temps, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que effectivement, c'est quand quand le système oui, qui est bien rodé s'effondre, c'est là que surgit à nouveau justement des paroles libres, comme celles des gens que je viens de citer, vous voyez, qui, qui et qui réouvrent des possibilités justement de vraies paroles. Et je pense que nous sommes plutôt dans une situation de ce type-là aujourd'hui. Mais le problème, c'est comment on fait. Bah ouais, comment on fait? Parce que la question, c'est que justement, d'une certaine façon, le collectif ne peut, d'une certaine façon, évoluer que d'imaginaire en imaginaire. Il y a de si vous voulez, ça va se reconstituer d'une autre façon, ça va renaître à travers des pensées plus libres, mais ces pensées plus libres vont effrayer à la fois eux, les gens qui ont ces pensées plus libres, c'est les premiers à être un petit peu angoissés par leur propre imagination, leur propre génie, et puis les collectifs réunis par l'imaginaire, qui eux vont recommencer exactement la même chose, c'est-à-dire peu à peu aller vers comment dire la langue de bois, etc. Si c'est pas la langue de métal, ça va pas être la langue de bois, ça va être la langue de métal. On va être remplacé par le silicium. C'est ça le grand remplacement. Voilà. C'est le silicium qui va nous remplacer. Nous sommes de l'argile, donc voilà, ça va passer au silicium. Il y a des romans de science-fiction qui ont bien décrit ça, mais j'y crois absolument pas, bien sûr. Les humains sont des parlants. Donc ou bien on arrête d'être humain, ce qui serait possible. Après tout, il y a eu un temps où on n'était pas humain, on était encore animal. Là, on est animal parlant. Bon, bah, c'est ça l'humain. L'humain, c'est l'animal parlant. La suite, ça peut très bien être, effectivement, on devient des robots. À ce moment-là, bon, bah, on n'est plus là. Voilà. Ce sera une sorte de communication interne, comme un système purement mécanique, des machines qui traduisent extrêmement rapidement à la vitesse de la lumière des oui et des non. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce que l'humain a à faire là-dedans? Donc, soit il disparaît, puis il est possible que la machine le fasse disparaître. Ça, c'est le fantasme de science-fiction, vous savez, avec l'ordinateur HAL qui tue les astronautes, etc. Mais, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il faudrait tout de même parvenir, et je pense qu'on peut y arriver, allez, en reprenant justement toutes ces traditions de critique, d'analyse, de réflexion sur la culture humaine, et par qui elle est portée, hein, et avec ses détours, et notamment le détour par l'imaginaire, et la constitution d'imaginaires assez cohésifs, qui sont des imaginaires, c'est des bulles vous voyez, en fait, inconsistantes. Elles sont très consistantes en même temps. Ça consiste énormément l'imaginaire, hein, mais au fond, c'est tout de même jamais qu'une bulle. On peut le faire claquer et puis faire autre chose à la place, hein, du jour au lendemain. Vous savez, le passage de la Révolution, ça s'est fait. Les gens se sont réunis dans une vieille salle de jeu de paume, je crois, vous savez, dans une des petites ruelles de Versailles. Et puis, pouf, ils auraient inventé la société française, ils auraient inventé la société européenne, ils auraient inventé d'un seul coup sans même le savoir. Et ça peut partir de n'importe quoi. À partir du moment où il y a une maturité dans la cristallisation de l'imaginaire. Parce qu'un imaginaire a besoin tout de même, il a besoin aussi de lui de la parole. Et cet imaginaire ne peut pas exister très longtemps, très très longtemps, si c'est pas réouvert par la métaphore. Oh, et la métaphore, bah, c'est un peu le bordel. Faut dire ce qui est. Vous faites rencontrer n'importe quoi avec n'importe quoi. Voilà. Et donc, si vous voulez, bon, il y a au moins une chose qu'il faut réussir à éviter. Alors, c'est le moment où, parce que ça, c'est cette folie de départ, elle est pas vraiment dangereuse, c'est chacun comme ça qui se met à délirer un peu dans un coin, etc. C'est plutôt c'est la phase suivante qui commence à être dangereuse. On rassemble les gens, on les met dans des endroits bien précis, on les fout dans des tours, on les tasse dessus, on les met, etc. On les met dans des reducciones, comme disaient les Espagnols, vous voyez, les jésuites, avec les Indiens qui foutaient. Bon, on pourrait d'ailleurs éviter en même temps qu'ils meurent naturellement des maladies que leur apportaient les autres Espagnols. Enfin, bref. Drame permanent sous diverses formes. Oui. Moi, ce que je trouve dramatique aujourd'hui, c'est évidemment la guerre en Ukraine et surtout la façon dont les médias la traitent d'une façon, comment dire, médicale,
d'une façon, vous voyez, hygiénique. Je trouve abominable. Je trouve que l'horreur, d'une certaine façon, de la guerre en Ukraine a deux pôles. La réalité vécue par les gens, vous voyez, et d'un autre côté, sa traduction ou son effacement par l'imaginaire produit par les médias. Je trouve ça absolument innommable, la façon dont c'est cette guerre et ces souffrances terribles que vivent les gens, ces angoisses terribles, et refroidi, vous voyez, par l'objectivité médiatique. N'importe quoi. Et alors, ça, voilà par exemple une forme assez particulière de la pathologie, mais cette espèce de glacis qui se fait, vous voyez, pour parler des choses les plus abominables, qu'il faudrait accompagner en les vivant, vraiment. Enfin, d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais, j'arrête pas. Et puis, c'est tout. Voilà. Bref, oui, j'en bredouille, j'en bégaye. Enfin, c'est quelque chose de terrible, quoi. Et bien, je pense que c'est que ça, voilà, que euh, il devrait y avoir davantage d'analyse, dans tous les sens que vous pouvez donner au mot analyse, à cette tendance humaine à oui, réfrigérer progressivement, réfrigérer ça tombe bien parce que c'est la Russie, mais bon, et on réfrigère le problème, on le glace, et, on le cristallise, et à un moment donné, alors en réalité on s'en rend pas bien compte, mais ça va justement vers l'effondrement, mais un effondrement qui n'est pas nécessairement négatif, et qui n'est pas nécessairement négatif. Alors, bon, mon ami Roland Gori dit ça, c'est déjà arrivé, l'effondrement. L'effondrement, c'est l'effondrement des consciences, c'est l'effondrement des engagements de parole, justement. Il a raison. Bien sûr que ça a toujours été là, d'une certaine façon, et que ça a été là avec des moments plus forts. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que, alors ça, c'est effectivement, on va dire, la négativité elle-même. Mais cette négativité, quand elle atteint une certaine force géante, on pourrait dire, oui, quand elle s'approche de la noyade, où on peut avoir toutes les métaphores possibles, l'explosion, l'implosion, tout ce que vous voulez, eh bien, il y a un moment donné où ça passe dans la phase suivante de la parole. La parole renaît. Elle renaît et elle renaît avec toutes ses possibilités, toujours les mêmes, qui sont à partir de la situation où on est, du point de vue par exemple scientifique, technique, etc., religieux. Hein, ça repart, ça peut repartir dans tous les sens. Oui. Et à ce moment-là, c'est plutôt positif parce que justement là, l'humain revient. Et là, vous pouvez plus l'écarter. Il revient. Et c'est pour ça que les mouvements sociaux, quand ils sont pas trop organisés comme des armées, non seulement c'est inéluctable, mais c'est très positif pour l'humain, parce que c'est un retour à l'humain, à la base, qui fait ce circuit un peu étrange. Il faut pas non plus être trop optimiste pour les longues durées, mais par contre, vivre ce moment où ça, justement, où ça s'effondre pour recommencer d'une façon plus libre, c'est extraordinaire. Il faut absolument pas négliger la richesse extraordinaire de la folie que nous sommes en train de vivre. Alors, il y a des aspects tout à fait négatifs, mais justement, ces aspects négatifs sont en prise, je dirais, sur une capacité d'analyse spontanée par les gens qui a jamais été aussi forte, contrairement à ce qu'on croit. Quand on dit les gens sont passifs, les gens, ils subissent vous voyez, leur soumission, etc. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Vous savez, c'est des apparences, ça. Ça, c'est des apparences. C'est comme, c'est tout de même le meilleur sommeil du monde qui cache les rêves peut-être les plus structurants ou les plus déstabilisants à la personne quand elle se réveille. Et, et parfois, ça, la conscience, c'est extraordinaire, hein. Franchement extraordinaire. Donc, le rêve est extraordinaire. Et donc, le rêve, c'est pas juste une drogue, vous voyez. Se droguer, c'est pas juste rêver, enfin, au sens de s'endormir, de mieux dormir. Ça peut à la fois bien faire dormir et à la fois, quand on se réveille, eh ben, comme on dit, la nuit a porté conseil. Et hop, brusquement, on découvre un truc qu'on n'avait jamais pensé et qui devient la ligne même de notre nouvelle ligne de vie, d'une certaine façon. Vous voyez, et je crois qu'il ne faut pas du tout sous-estimer ça. Parce que sinon, donc si vous voulez, dans le langage de l'analyse sur les pathologies sociétales qui font que l'Umbagan, l'inconfort devient de plus en plus insupportable, carrément, vous voyez, et il y a quelque chose qui analyse effectivement cette espèce de durcissement, cette cristallisation,
mais il faut aussi analyser dessous qu'est-ce qui se passe et qui est en train de libérer. Vous voyez, un côté libérateur, un côté hop, ça part. Vous voyez. Et moi j'espère vivre un peu ça. 1968 a été une petite esquisse de ça par rapport au vieux père de Gaulle qui lui tout de même avait fait des choses extraordinaires parce qu'il avait tout de même contribué à la libération de la France et contribué à la libération des colonies. Un mec qui avait quelque chose. Hein. C'était penser que l'avenir de la France était là-dedans plutôt que la continuation de la domination. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en plus, c'est vrai. Bon, je dis pas que c'est pas sans problème. Il y a plein de problèmes. Mais dire on est devenu petit pays, venir un petit machin, peu n'importe quoi. Réfléchis 5 secondes. On est des humains comme les autres, mais de toute façon, encore une fois, il faut arrêter de croire que l'imaginaire, c'est le réel. Le réel, c'est les gens. Les gens, et bah, je suis désolé, mais il y a toute leur expérience historique, il y a tout justement, je dirais, tout ce qui est passé dans la parole, tout ce qui est passé dans le langage, etc. Je vais m'arrêter là parce que là, je commence à voir que ça commence à être trop long. On est à 4 minutes d'une heure, donc je vais arrêter à exactement 1 heure. Et je vous donne rendez-vous pour la phase suivante. Je ne sais pas encore comment la définir, mais parce que je n'ai fait déjà qu'à peu près qu'effleurer le problème. Peut-être qu'on continuera sur les pathologies collectives, qui serait d'ailleurs très bien, très intéressant. On peut analyser des pathologies collectives monstrueuses. Bien sûr, on peut pas faire un discours là-dessus sur la condition humaine sans parler évidemment du nazisme, mais on peut aussi replacer le nazisme dans, si vous voulez, des dérives sur l'imaginaire justement, notamment sur le miroir. Vous allez voir qui existent, qui ont continué à exister après dans d'autres régions du monde avec d'autres enjeux. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Comme vous voyez, moi aussi je fais des hauts et des bas, c'est pas évident, mais c'est très intéressant. Je vous remercie. À bientôt, j'espère.